propose maintenant donc de passer au thème suivant, qui est celui de la démocratie européenne et de comment on peut rapprocher les citoyens des institutions. La première question, ce serait quel secteur, comme par exemple l'armée ou l'éducation, etc., pourrait être réformé dans les pays qui font partie de l'Union européenne pour enfin faire naître une idée d'un sentiment européen et créer un vrai sentiment de citoyen européen. La deuxième question. La deuxième question qui en découle naturellement, c'est comment réformer les institutions et le pouvoir en Europe pour en avoir une plus juste et une plus démocratique. Notamment la question qui revient assez régulièrement, comme à l'école, au collège ou au lycée, le référendum d'initiative populaire pour redonner une idée de citoyenneté européenne, plus que de nationalité identitaire et française. Voilà, merci beaucoup. C'est le sujet numéro 1. Enfin, je veux dire, si on s'est tous levés un matin pour se dire qu'on voulait s'investir politiquement, c'est d'abord parce qu'on est démocrate. Mais démocrate, ça ne veut pas rien dire, en fait. Parce que vous savez, d'un moment, on utilise tellement les mots que c'est devenu vide. Démocrate, ça veut dire qu'on croit au pouvoir du peuple. On pense que la communauté des citoyens doit décider. Or, on est dans un monde qui est de plus en plus antidémocratique. Et je crois qu'il faut qu'on le regarde très lucidement, ça. Moi, j'appartiens à une génération, je pense que la génération de mes parents, c'était pareil, on avait l'impression que la démocratie s'étendait dans le monde, c'était inéluctable, qu'on allait au bout de... La réalité concrète, c'est que les mutations, notamment à mon avis du capitalisme, ont amené à une réactivation des systèmes autoritaires. Et ces systèmes autoritaires progressent. Ils progressent évidemment en Asie, ils progressent évidemment au Moyen-Orient, ils progressent évidemment en Afrique, mais ils progressent aussi, on le voit en Occident. Trump, évidemment, la manière dont le Brexit a été, le débat sur le Brexit a été fait montre cette tentation, y compris en Grande-Bretagne, qui est un pays très résistant face à ce genre de choses. Et je ne vous parle même pas de l'Europe continentale. Voilà, on est dans une vague en provenance de l'Est qui est extrêmement forte et qui touche tout le monde. Moi, je le redis, y compris le nord de l'Europe aujourd'hui m'inquiète. J'ai entendu le Premier ministre des Pays-Bas devant le Parlement européen il y a 4 jours. Je ne sais pas ce qui différenciait de ce qu'il disait d'Orban. Et il y a un journaliste qui m'a dit, aux Pays-Bas, c'est vu comme un tournant européen, ce qu'il raconte. Super. Bon. Donc, il y a ces trucs-là. La démocratie, ça ne sert plus à rien. Deuxième truc sur la démocratie que je veux dire en termes d'analyse qui est très importante, attention aux caricatures. J'ai lu une étude très intéressante. Qui est le moins démocrate aujourd'hui? C'est-à-dire qui pense que la démocratie est un système finalement qui n'a plus d'efficacité, qu'il faut passer à un bon gouvernement technocratique, et puis voilà. Et ce n'est pas les militants d'extrême gauche, ni les militants d'extrême droite. Ce ne sont pas les classes populaires, contrairement à ce qu'on dit. C'est plutôt l'électorat aisé centriste. Étude qui a été faite sur les États-Unis et l'Union européenne. D'accord? Et qui montre, et moi je le connais, j'ai mon meilleur ami macroniste, il me dit franchement, de toute façon, comme on est tous libéraux, etc., on n'a qu'à mettre en place un type qui gère les affaires, et puis ceux qui sont économiquement et culturellement avancés produisent de la richesse, on redistribue un peu pour les pauvres, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc attention, moi je crois à cette sécession aujourd'hui des classes supérieures, et je ne crois pas que l'autoritarisme vienne exclusivement et particulièrement en premier des classes populaires. C'est tout le paradoxe des mouvements populistes, j'aurais beaucoup tapé dessus tout à l'heure, mais il y a aussi dans les mouvements populistes l'idée un petit peu, parfois de vouloir se réapproprier la démocratie. C'est vrai, et je veux dire, il faut le regarder. C'est toute la complexité d'un mouvement comme le mouvement 5 étoiles en Italie, qui balance entre un autoritarisme pur et une radicalité démocratique. Alors il faut faire gaffe parce que le fascisme, au début, ça ressemblait un peu à ça aussi. Donc, bon. Mais en tout cas, il y a cet élément-là. Pourquoi je voulais dire ça? Parce que du coup, si on veut défendre radicalement la démocratie, il faut faire deux choses. Il faut la défendre. Et je trouve qu'on ne la défend pas assez, moi. C'est-à-dire qu'il y a des atteintes insupportables à la démocratie, et en premier lieu, notre système politique en France. Parce que quand on veut démocratiser l'Europe et qu'on est français, je vous assure qu'on n'a pas beaucoup d'arguments par rapport aux autres. Qui nous disent que vous avez une monarchie élective, de quoi tu lui parles, dégage. Donc, le problème, il est là. Deuxième élément, il faut que nous proposions quelque chose. Et cette proposition, elle doit s'articuler sur deux champs. Elle doit s'articuler sur le champ de la démocratie politique, je vais y revenir, mais aussi de la démocratie économique et sociale écologique. C'est-à-dire que nous ne pensons pas que la démocratie s'arrête au fait d'aller voter de temps en temps. Nous pensons que dans les lieux où nous produisons, les lieux où nous consommons, les lieux où nous vivons, nous devons aussi avoir notre part de décision.
Et ça, c'est un élément fondamental dans l'appui que nous devons avoir et les projets que nous aurons sur la question de la démocratisation du monde de l'entreprise, y compris au niveau européen. Parce que ça se passe aussi, d'un point de vue juridique, au niveau européen. Sur la démocratie politique, je termine. Et je reviendrai sur la question de la citoyenneté, c'est un peu la même. Il y a une question centrale. C'est les traités européens. Il y a un faux débat que je veux tout de suite dégager. Nous sommes pour changer les traités. C'est-à-dire, ceux qui disent la différence entre Génération et Mélenchon, c'est que Génération ne veut pas changer les traités et que Mélenchon veut les changer, ça n'est pas ça. Il faut changer les traités. Absolument. Moi, je les connais, j'ai voté contre. Enfin, je veux dire, il faut les changer. Y compris parce qu'ils interdisent de la démocratie. Mais, c'est là le mais, c'est de penser que ce sont les traités qui font la politique européenne aujourd'hui. Pas du tout. Quand les pays européens ont voulu s'asseoir sur les traités, ils l'ont fait. Hein, et l'Allemagne en premier lieu, je vous rappelle, Gerhard Schröder, quand il était Premier ministre et chancelier, l'Allemagne explosait en termes de déficit et on n'a pas sanctionné l'Allemagne. Je vous le rappelle pour la France, nous venons juste de sortir de la procédure d'endettement, pas d'endettement, de déficit public excessif. Je vous rappelle que nous n'avons pas été sanctionnés, et moi on m'a expliqué un jour pourquoi, c'est bah, vous avez une armée, il n'y a que vous qui vous battez là au Mali, machin, on va pas en plus vous ennuyer avec, quand vous avez tant des trucs, ça sera peut-être un peu mal vécu. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas relativiser l'affaire des traités, nous devons absolument les changer, ce qui veut dire donc qu'il faut un processus conventionnel, démocratique, pour pouvoir le faire, et le mettre en place très vite. Mais il ne faut pas dire que c'est à cause des traités, et exclusivement à cause des traités, c'est souvent plus, comment dire, un alibi, hein, que nous avons des politiques qui sont des politiques néolibérales et conservatrices aujourd'hui. Et donc, nous devons faire deux choses. À la fois commencer un processus de changement des traités, mais il sera nécessairement long, tout le monde le sait. Mais on ne peut pas attendre celui-là. Et donc, pour ne pas attendre celui-là, nos plans d'urgence. Donc, le New Deal en termes écologiques, donc le New Deal en termes économiques, donc le New Deal en termes sociaux. Et en plus, l'un nourrit l'autre. Si vous ne faites pas la preuve que vous agissez au niveau européen, je ne suis pas sûr que vous intéressez beaucoup les Européens au fait de changer les traités européens. Hein, et donc, il y a un lien profond entre les deux. Ce qui vous différencie de Mélenchon là-dessus, c'est très important, c'est que lui, il dit, quand j'aurai pris le pouvoir en France, je vais aller devant mes partenaires européens et je vais leur dire, soit vous changez les traités, soit la France se tire. Je voudrais juste vous faire remarquer une petite chose. C'est qu'on a tous dans l'idée que les autres vont plier. Eh bien, pas moi, je suis sûr l'inverse. Je suis sûr qu'ils nous diront, sortez, chiche. Vous savez, l'Allemagne, elle fait une zone Euromark, hein, avec les pays scandinaves, l'Autriche, quelques pays de l'Est qui sera très volontaire. Le fait que la France dévalue avec une nouvelle monnaie à fond et qu'ils puissent notamment en faire une nouvelle zone de sous-production pour eux, franchement, moi ils m'ont dit, ça va très bien. Donc, je ne crois absolument pas à cette théorie. Et j'ai même peur donc de la conséquence. C'est encore une fois l'illusion. C'est-à-dire, Mélenchon va devant le Conseil européen et revient en France en disant, finalement, c'est plus compliqué que ça. Et là, regardez ce qui s'est passé avec Marine Le Pen, quand à un moment donné, elle a pensé qu'il était possible qu'elle gagne l'élection. Tout à coup, sur la question de l'euro, ça a commencé à vaciller. D'accord? Et donc, faisons vraiment attention à ça, parce que déjà, les présidents français ont déçu 3 fois. Sarkozy, d'accord? Ça va changer, tout ça, machin, truc. Rien. Hollande, le TSCG, souvenez-vous. D'accord? Ah, moi, c'est là qui m'a fait, c'est ça qui m'a fait rentrer au bout de 2 semaines déjà dans la fronde quand j'étais socialiste. J'ai dit, c'est pas possible. Et troisième élément, hein, c'était quand même le traité de stabilité de coordination budgétaire, qu'il avait dit qu'il remettrait en cause, et il ne l'a pas fait. Et le troisième, celui qui est en train d'échouer, et je vais en dire du bien pour une fois, c'est Macron. Macron, il a vraiment tenté. Je vais vous dire franchement ce que je pense. Il ne faut pas être sectaire. Il a vraiment tenté au niveau européen, il a vraiment pensé qu'il arriverait à faire bouger les lignes. La réalité, c'est qu'il ne peut pas. Parce que si vous pensez que c'est uniquement en prenant le pouvoir en France que vous allez faire changer les lignes européennes, c'est une illusion nationaliste. Ça n'est pas vrai. Et donc, ça, c'est un élément qui est fondamental. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour la citoyenneté européenne?
D'abord, oui, donner des instruments démocratiques aux citoyens eux-mêmes, avec une réforme du droit d'initiative et du référendum, d'accord, qui est aujourd'hui, vous savez, donne droit, quand vous avez atteint votre 1,5 million de signataires, principalement à une chose, c'est que la Commission doit discuter de votre proposition si elle a le temps un jour. Bon, vous imaginez la puissance du truc, et comme les technocrates de Bruxelles ont été très impressionnés par votre pétition dans ces cas-là. Donc, il faut réformer ce droit pour en faire un vrai droit d'interpellation, d'accord, qui oblige, par exemple, beaucoup plus à mettre le débat au Parlement européen qu'à la Commission de Bruxelles, à mon avis. C'est-à-dire que les députés soient obligés de tenir compte. Après, on peut voir le seuil, les conditions, etc., pour que ça soit massif et que ça soit important, mais je pense qu'il faut le faire. 2. Est-ce qu'on va créer, comment dire, un esprit européen par l'école? Oui, bien sûr. Erasmus+, par exemple, c'est élargi, c'est une très bonne chose. Hein. Vous savez que ça s'adresse maintenant aux lycéens professionnels. C'est très bien, on va le faire pour les apprentis. Il faut faire attention que ce ne soit pas un truc de néolibéral, parce que c'est Jean Arthuis qui s'en occupe. Mais bon, globalement, ça va plutôt... Mais je vais vous dire, pour moi, l'essentiel... Moi, je suis un peu revenu de l'idée, on va créer des citoyens européens par la culture. Je suis désolé, hein. Je crois que c'est d'abord en démontrant à quel point l'Union européenne pourrait être un instrument de progrès que les gens deviendront beaucoup plus européens. Troisième élément très important dans ce qui a été dit, parce qu'on oublie tout le temps, une démocratie. Moi, je pense que la démocratie parlementaire, c'est important, elle n'est pas exclusive du reste. Et il faut déjà construire une démocratie parlementaire en Europe. Excusez-moi, hein, c'est pas par lobbying de parlementaires européens que je dis ça. Et le Parlement européen, on n'a pas le droit d'initiative. Ça veut dire que si on dit, bah voilà, on a pris l'initiative de faire une loi sur tel sujet, elle n'est même pas discutée par les chefs d'État et de gouvernement et par la Commission. On a le droit de faire une chose qui est très importante, c'est de dire oui, non, ou d'amender les propositions de la Commission européenne. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment voulez-vous qu'on prenne au sérieux de la démocratie européenne si au moins cela ne change pas? Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je crois, je regarde mon mandat là, finissant avec plein de regrets sur plein de choses, mais parce que l'événement politique n'était pas cela, sur plein de choses qu'on aurait dû faire, je crois qu'il sera très important que les futurs députés que nous aurons fassent des propositions au Parlement lui-même de révolution parlementaire au Parlement, hein, en faisant notre lutte à nous peut-être, hein, sur un certain nombre de sujets. Hein, je pense que c'est vraiment fondamental si nous voulons faire progresser les droits des citoyens.